Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une de cette édition. Ouverture aujourd'hui des travaux de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Afrique-Russie à Sochi, à laquelle prend part le chef de la diplomatie Ahmed Attaf. En marge de cette réunion, Attaf a eu des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues. Et les précisions dans un instant. Installation aujourd'hui de Ali Moulay au poste de Walid Tipaza par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, qui a rappelé à l'occasion les engagements du président de la République qui place le citoyen au centre de ses préoccupations. Et puis le focus de ce week-end est réservé à une spécialité inédite introduite à l'université d'Oran. Il s'agit là du master en alternance à l'université d'Oran pour former des managers d'unités industrielles en collaboration avec l'usine Fiat Algérie qui assure la phase pratique de la formation. Et puis au Maroc, selon un site d'information belge, les rapports alarmants des conditions de détention indignes et inhumaines des prisonniers suscitant toujours l'indignation dans ce pays où la vague de contestation ébranle le Merzen en raison des indicateurs économiques qui sont au rouge, évoquant une possible explosion sociale à cause des inégalités sociales flagrantes. Et puis toujours au rythme de la célébration du 70e anniversaire du 1er novembre 1954, le Centre culturel algérien à Paris a organisé une soirée inaugurale où producteurs, écrivains et figures emblématiques du cinéma ont assisté à cette soirée où notamment plusieurs œuvres cinématographiques ont été projetées. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Tout d'abord, chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, prend part à Sochi en Russie aux travaux de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Afrique-Russie qui s'est ouvert aujourd'hui, je le disais, à Sochi en Russie. Cette réunion ministérielle s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des décisions et recommandations ici du premier et deuxième sommet du Forum de partenariat Afrique-Russie. Les travaux de la réunion porteront sur les voies et perspectives de renforcement du partenariat Russie-Afrique dans nombre de domaines prioritaires pour les deux parties. Et en marge de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a eu des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues de pays africains, dont son homologue mauritanien et également son homologue de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, son homologue du Burkina Faso ainsi que son homologue de la République du Bénin. Et de son côté, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a procédé ce matin à l'installation de Ali Moulay au poste de nouveau wali de Tipaza. La cérémonie d'installation s'est déroulée au niveau du siège de la wilaya de Tipaza en présence d'élus locaux et d'un nombre de cadres de l'État. Le ministre a rappelé à l'occasion les engagements du président de la République qui place le citoyen au centre de ses préoccupations en mettant tous les moyens à la disposition des autorités pour la prise en charge des préoccupations des citoyens notamment. Écoutons à présent le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, qui s'exprimait à cette occasion. بالنسبة للساحل
La politique du président de la République est claire en ce qui concerne les régions côtières. La sécurité hydrique doit être assurée à n'importe quel prix. Nous allons bénéficier prochainement de 19 stations de dessalement d'eau de mer en plus de la sécurité hydrique. Le président de la République veille également à assurer la sécurité alimentaire aux citoyens. Et puis dans le reste de l'actualité, la lutte du peuple sahraoui pour son autodétermination passe aussi par l'art. Plusieurs intellectuels et artistes ont participé à un espace artistique dédié à la solidarité au peuple sahraoui avec un message clair, briser le silence et lever le blackout sur la cause sahraoui. Nous dira Raouf Hamouche. Véhiculer des messages à travers l'art, c'est de cette façon que ces artistes ont choisi de soutenir la cause sahraoui. Cet espace artistique a vu une participation massive d'intellectuels et d'artistes. Objectif, briser le silence et lever le blackout sur la cause sahraoui. Chaque artiste est venu témoigner de sa solidarité avec le peuple sahraoui à travers une peinture ou un dessin. Nous avons également ce qu'on appelle des caisses de la mémoire qui retracent l'époque où le peuple sahraoui était en attente de l'organisation du référendum pour l'autodétermination et l'indépendance depuis 1992. Au Sahara occidental, la situation des droits de l'homme reste préoccupante et la solidarité internationale s'accroît. Des artistes de différentes nationalités se sont mobilisés pour apporter leur soutien à cette population en dessinant des portraits de leurs proches disparus. Il faut que le monde entier sache que le peuple sahraoui est sous occupation militaire illégale depuis 1975 et en attente de l'organisation du référendum d'autodétermination et d'indépendance depuis 1992. Il est très important que toutes les nations soutiennent la cause sahraoui. Par exemple, en Espagne, le peuple est au courant des exactions commises par l'occupant marocain à l'encontre du peuple sahraoui. Cette cause doit être de plus en plus internationalisée, surtout en Europe. Un espace artistique qui représente un symbole de solidarité avec le peuple sahraoui. Il offre également une opportunité à l'art engagé qui défend le droit des peuples à la liberté et à l'indépendance. Et alors que le soutien à la cause sahraoui se renforce, le régime du Makhzen fait face à une série de revers sur la scène internationale. De nombreux rapports dénoncent une alliance opportuniste entre le Maroc et ses alliés occidentaux, révélant les accords conclus pour exploiter les ressources du Sahara occidental au détriment de son peuple. Sonia Gassim, Elim Damis. Le Sahara occidental sur l'autel de l'impérialisme français, tel est le titre d'un article publié par un site français accusant la France de soutenir le régime du Makhzen au détriment du peuple sahraoui. L'auteur dénonce les récentes déclarations du président français affirmant qu'elle illustre une alliance devenue à la fois honteuse et déplorable. Selon cette source, la France cherche ainsi à obtenir des avantages économiques en accédant aux ressources du Sahara occidental. Par ailleurs, d'autres pays continuent de soutenir la cause sahraoui. Le président de l'Assemblée nationale de la République bolivarienne du Venezuela a réaffirmé le soutien de son pays aux droits du peuple sahraoui à l'autodétermination. Cependant, l'agression marocaine contre les Sahraouis se poursuit. Des associations et des organisations de défenseurs des droits humains ont adressé un appel urgent aux Nations Unies pour protéger les enfants sahraouis dans les territoires occupés, appelant à enquêter sur les violations de leurs droits. Et puis les réactions sont multipliées via les réseaux sociaux au Maroc pour dénoncer une visite qu'effectue depuis lundi dernier un groupe de journalistes marocains à l'entité sioniste, la qualifiant de normalisation des médias et de crime à tout égard. Par ailleurs, le Forum des journalistes palestiniens a condamné énergiquement dans un communiqué cette visite, appelant à sanctionner les membres de la délégation et à les exclure du syndicat professionnel et de l'Union générale des journalistes arabes. Et je l'évoquais en titre, les rapports sur les conditions de détention inhumaines que subissent les prisonniers dans les prisons marocaines continuent de susciter l'indignation. Le site d'information belge Entre Lignes a mis en avant dans un article le témoignage de Ali Arras, écrivain et opposant détenu arbitrairement pendant 10 ans dans les prisons marocaines. Plus de précisions avec Amel Barba.
Les rapports accablants sur les conditions de détention inhumaines des détenus d'opinion qui croupissent dans les geôles marocaines se multiplient. Le site d'information belge Entre les lignes est revenu sur le traitement inhumain réservé par le régime du Marzen aux voix dissidentes à travers un article édifiant qui retrace le calvaire de Ali Arras, écrivain et opposant marocain incarcéré sur la base de faux renseignements des services secrets marocains. Dans un article paru sous le titre « Le Maroc vu depuis ses prisons », le journal met en lumière le livre témoignage, une voix critique du régime du Marzen. Un témoignage bouleversant qui nous apprend beaucoup sur la nature du régime au pouvoir au Maroc. Ali Arras a passé 10 ans dans les prisons du Maroc pour avoir critiqué la répression sanglante de la révolte du pain et de la dignité dans le Rif marocain. Le journal est revenu sur le long calvaire vécu par Ali Arras dans les diverses prisons marocaines où s'entassent nombre de suspects de terrorisme, des résistants sahraouis, des contestataires marocains et des criminels de droit commun. تنطلع على واحد الشرجم تنشوف كولوار شكون اللي دايز والضرب فوق منهم تيجيبهم بحال الحواله بحال البهيمه تيجيبهم وبالضرب بالشكل رميهم تيلور وتيدخلوهم في كل واحد في الزنزانه ديالو. L'article raconte comment les détenus sont livrés à de féroces matons capables des pires sévices, obligeant des hommes et des femmes complètement démunis à vivre dans des conditions inhumaines, de manque de nourriture, de froid, de saleté et dans l'isolement. Une des formes de torture les plus cruelles, tout en subissant les formes classiques de torture lors d'interrogatoires ultra-violents. La situation des prisonniers détenus de façon arbitraire dans les prisons marocaines a été dénoncée à maintes reprises dans plusieurs rapports publiés par des organisations de défense des droits de l'homme qui s'insurgent contre la violation flagrante du droit international. Et toujours au Maroc, la vague de contestation continue d'ébranler le Marzen. Les indicateurs économiques sont au rouge. Les analystes économiques évoquent une possible explosion sociale à cause des inégalités qui se creusent de jour en jour. Les opposants au régime du Marzen évoquent quant à eux des centaines de milliards de dirhams détournés chaque année. Plus de précisions avec Raouf Hamouche. En plus de la crise sociale, le Marzen se retrouve confronté à la pire crise économique qui puisse exister. La sécheresse ainsi que la chute de la production agricole et des recettes du tourisme qui ont baissé de près de 5% ont impacté négativement l'économie marocaine qui connaît un ralentissement sans précédent causé par une politique imprudente et hasardeuse du gouvernement qui est en plus obligé de faire face à la flambée des prix du blé et de l'énergie sur le marché international dont il dépend largement. Une situation qui se traduit par un déficit commercial avoisinant les 36%, soit 40,23 milliards de dirhams, l'équivalent de plus de 4 milliards de dollars. La hausse soutenue des importations est à l'origine de cette nouvelle donne. À titre d'exemple, au cours de la même période, l'an dernier, le déficit commercial était de 29,62 milliards de dirhams. Par ailleurs, la facture énergétique du Maroc explose. En 8 mois seulement, elle a augmenté de 128,3% pour atteindre 103 milliards de dirhams, soit presque 10 milliards de dollars. Des chiffres qui risquent d'enfoncer davantage la population dans le désarroi et d'attiser la tension sociale qui ne fait que s'accroître en l'absence d'une oreille attentive de la part du Marzen, toujours aux abonnés absents. Et retour chez nous, clôture hier du côté d'Oran du 9e congrès international de l'Association des cardiologues et diabétologues du Maghreb, ACDM, qui a rassemblé des spécialistes de renom pour aborder les défis liés aux pathologies cardio-métaboliques. Couverture pour Canal Algérie, Esmina Amali. Organisé sous le thème prévention, innovation et prise en charge, ce congrès de grande envergure a été le théâtre de rencontres scientifiques et d'échanges entre experts en cardiologie et diabétologie. Conférences, ateliers et tables rondes se sont succédés, attirant une large audience de professionnels du domaine médical, tant nationaux qu'internationaux. Notre objectif, c'est essentiellement de prévenir les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire tout ce qu'on va dire sur l'hypertension, sur le diabète, sur le cholestérol et sur l'obésité surtout, parce qu'on parle beaucoup d'obésité actuellement. Très intéressant, moi c'est la première fois que je participe à un congrès. On a été invité par l'association ACDM, on est très content d'être là.
en tant que participant français, mais aussi en tant qu'Algérienne, fière de participer à un congrès en Algérie pour la première fois. En tout cas, j'en tire une expérience très enrichissante. C'est une très belle opportunité d'avoir pu participer à cet échange qui est vraiment grandiose. Je ne l'imaginais pas ainsi. C'est la première fois que je viens. Ce congrès a constitué également aux participants une occasion pour échanger leurs expériences cliniques et de renforcer la collaboration entre spécialistes à travers des discussions enrichissantes. Les experts ont partagé leurs connaissances et découvert de nouvelles approches en matière de prévention et de traitement des pathologies cardio-métaboliques. On a des nouvelles thérapies qui sont en train d'arriver et qui permettent à la fois non seulement de traiter les facteurs de risque usuels, à savoir traiter le diabète, traiter l'hypertension, mais aussi de réduire à la fois la maladie cardiovasculaire. J'ai inventé, si j'ose dire, une nouvelle formule pour faire de la réadaptation cardiaque en France qui s'appelle les structures libérales légères. C'est un processus qui a commencé il y a 5 ans maintenant. On arrive sur le rapport final avec des résultats extraordinaires. Et j'invite vraiment les médecins algériens à se rassembler, à se mettre en des groupes pour faire la même chose pour les patients. C'est extraordinaire. On vient de lancer un nouveau médicament en Algérie qui est le Diamicron 60 LM. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est bien sûr de réduire le nombre de comprimés, réduire les factures par rapport à l'État. Et très ravi de participer à ce congrès. Et on reste toujours au service du malade algérien. En somme, cet événement vise à renforcer la collaboration scientifique et médicale pour améliorer la prévention et le traitement, contribuant ainsi à l'optimisation de la prise en charge des patients à l'échelle régionale et internationale. Et toujours les santé, première rencontre des médecins ORL à Sétif pour suivre une formation dans la tympanoplastie, qui est une chirurgie réparatrice de l'oreille interne, organisée à l'initiative de la Société algérienne des ORL de Sétif, en présence d'un professeur allemand qui est une référence mondiale dans le domaine, ainsi que plusieurs spécialistes algériens venus encadrer les participants. Couverture, Smaël Belraïdia. Les médecins avaient rendez-vous à Sétif pour faire connaissance avec les dernières techniques de la tympanoplastie, qui est une chirurgie réparatrice de l'oreille en présence d'imminentes personnalités scientifiques. Ce sont des techniques avancées pour la chirurgie de l'oreille moyenne. Il y a beaucoup de malades qui ont, disons, simplement une perforation de la membrane tympanique, mais aussi qui peuvent avoir un cholestéatome. C'est une maladie dangereuse où il faut toujours opérer pour l'enlever, parce que cette infection peut aller dans le cerveau, dans le sang, et ça c'est vraiment dangereux. Et il y a plusieurs techniques pour l'opérer, et des techniques avancées. On essaie de faire apprendre ici aux collègues ici algériens. La nouveauté, c'est quoi? C'est d'essayer d'utiliser le cartilage d'une manière un peu spécifique, et aussi d'essayer de restaurer la fonction auditive par des prothèses. Et ça, c'est quelque chose de, entre parenthèses, pas innovant, mais la manière avec laquelle on l'enseigne, c'est un petit peu innovant. C'est quelque chose d'innovant où on peut pour la première fois faire des dissections. On fait de la chirurgie en live sur des malades réels, et là on est au laboratoire pour essayer, pour affiner la technique, pour essayer d'être dans la perfection et dans la précision par rapport aux gestes au niveau de l'oreille. Ça leur permet de manipuler du cartilage comme on vient de le faire avec les coupes de cartilage, ou là avec les stations plus tard, donc vibrométriques, où ils vont un petit peu avoir une sensation donc de réel. Donc, il y a des gens qui apprennent à opérer avec le microscope, mais maintenant il y a la technique assez récente, innovante, c'est la chirurgie auto-endoscopique, c'est-à-dire en utilisant la caméra, et donc c'est l'endoscope à la place du microscope. Le professeur Marcoun a une technique assez spéciale en matière de tympanoplastie en fait. Il fait les reconstructions tympaniques à sa façon. Il a appris aux côtés du professeur Hittenberg, en Allemagne, et il essaye de transmettre ce qu'il sait à ses confrères algériens et maghrébins. Nous sommes là pour acquérir les nouvelles techniques chirurgicales dans le domaine de l'ORL. Nous essayons de transférer ces techniques vers notre pays. Une rencontre scientifique qui a permis aux médecins ORL de faire une mise à niveau de leurs connaissances.
Et puis, une nouveauté pour le focus de ce week-end, une nouveauté introduite à l'université d'Oran. Il s'agit là d'une spécialité inédite algérienne et nouvelle diplômante en master qui fait son entrée à l'université d'Oran en réponse aux demandes du marché en matière de main-d'œuvre. Il s'agit là d'une formation pour encadrer les futurs managers d'unités industrielles. En collaboration avec Fiat Algérie à Oran, qui s'occupe de la phase pratique de cette formation. Plus de précisions dans ce reportage, il est signé Esme Amri. L'université algérienne a introduit ces dernières années de nouvelles filières, à même de faire d'elle un des maillons forts de l'économie nationale, comme c'est le cas à l'ISTA de l'Université des sciences et de technologie d'Oran, où les étudiants découvrent une spécialité inédite en Algérie, le management des unités de production. Ce programme de master en alternance, une première nationale, leur offre l'opportunité d'explorer les bases de la gestion industrielle tout en se préparant aux défis concrets d'une carrière dans l'industrie après avoir acquis des connaissances approfondies en gestion de projet et en optimisation des processus industriels. J'ai choisi spécialement ce master car c'est le premier en Algérie et c'est une opportunité immanquable pour gagner de l'expérience. Les avantages de ce master, il nous permet d'avoir une expérience professionnelle dès le début de notre carrière et aussi il nous offre une formation adaptée, on peut appliquer ce qu'on a étudié et aussi il permet de développer notre côté managériel. On est chargé d'assurer l'enseignement certains modules de cette formation en alternance de le master, qui est le premier master en Algérie. Le concept, c'est un peu spécial, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de donner un enseignement qui est conçu et précis et qui va vers une professionnalisation de la formation. Nous avons donc lancé l'appel à candidature pour les licences professionnelles parce que notre institut dispense uniquement des licences professionnalisantes ainsi que donc ce master particulier en alternance. Donc les étudiants ont été sélectionnés sur la base du cursus. Ensuite, il y a eu un entretien que nous avons donc fait avec notre partenaire Stellantis, donc qui était présent pour la sélection des étudiants. De la théorie à la pratique, cette filière offre aux étudiants un parcours complet et immersif au sein de l'usine Fiat Algérie, un environnement réel où ils appliquent directement les concepts appris en participant aux opérations de production et en observant les rouages d'une ligne de production industrielle. L'expérience d'apprentissage se déroule en deux parties. La partie 1 théorique à l'université. Les cours sont axés sur des théories, des concepts et des méthodologies du domaine. À l'usine, l'étudiant met en pratique les compétences théoriques dans des situations réelles. Il apprend à s'adapter aux contraintes de la production et il essaie à s'intégrer dans le groupe de travail. L'objectif, c'est de former les futurs directeurs d'usine. Donc les étudiants vont donc avoir une double formation, une formation théorique et une formation pratique au niveau de l'usine. Grâce à des formations adaptées et des expériences pratiques, les formateurs aident les étudiants à développer des compétences spécifiques répondant aux besoins du marché, améliorant ainsi leur employabilité et renforçant leur confiance en soi. Ce master va me permettre d'acquérir une expérience pratique significative, ce qui va me permettre d'être opérationnel et rapidement dans le marché du travail. Elle va aussi me donner des connaissances en management, notamment dans la gestion d'équipe. Notre partenariat avec l'ISTA repose sur une collaboration de longue date qui a permis la création d'un master inédit en Algérie dans la spécialité MUP, le management des unités de production. En sortant diplômés, ces étudiants seront ainsi prêts à s'intégrer rapidement dans le monde du travail et contribuer efficacement à l'évolution du secteur industriel. Ce master en alternance constitue une avancée significative pour l'éducation et l'industrie en Algérie. En conciliant théorie et pratique, il renforce la compétitivité de l'économie nationale tout en offrant de nouvelles perspectives aux diplômés.
Et le savoir-faire algérien est mis en avant également à travers ce premier salon national dédié à la production nationale et l'exportation qui s'est tenu à Constantine. Une occasion aussi pour mettre en avant et en évidence les produits exportables, nous dit Ismaël Belkhaïdia dans ce compte rendu. Le salon de la production nationale et de l'exportation aura été un véritable espace d'opportunité d'échange économique entre les producteurs soucieux d'améliorer le slogan Madine Bledi. L'objectif essentiel, c'est pour l'exportation du produit local algérien vers le continent africain. Et nous, autant qu'organisation du CREA, on est en train d'encadrer nos adhérents et nos investisseurs d'être dans l'exportation de leurs produits vers l'Afrique. Nous avons affaire à des producteurs de produits qui sont exportables. Donc c'est beaucoup plus pour promouvoir le produit algérien. Donc c'est un avantage. De même que la zone, la ZLECAf vient d'ouvrir à partir de novembre. Donc ça va simplifier les exportations vers l'Afrique. On vous présente la première machine, à la crème, la première en Algérie et en Afrique. La technologie algérienne à 1000%. Je suis ici depuis 2008. Oui, ça fait 16 ans. Mais souvent du temps, j'aime beaucoup ce pays. Après, j'ai installé ici. J'ai commencé à faire la production alimentation. Ça, c'est notre produit. C'est la première fois à participer à la foire. Oui, je suis très contente et j'ai la chance pour participer cette fois, notre foire concernant la production en Algérie. Maintenant, on a déjà le marché, le Wilaya Oran, Constantine, Alger Royal, quelques wilayas, on peut trouver notre produit. Et maintenant, en train de faire le marché en Algérie, en même temps, on fait l'exportation à l'étranger. Tout ce qui est exportation envers l'Europe et ainsi que l'Afrique. L'Afrique, nous sommes en pourparlers. Par contre, au Moyen-Orient, à Qatar, nous sommes déjà présents à Qatar, nous sommes déjà présents en Belgique. Et nous avons d'autres marchés qu'on va, Inch'Allah, être présents, Inch'Allah, L'occasion fut également saisie par de jeunes innovateurs membres de l'incubateur universitaire pour présenter leur projet. Notre projet, c'est fabrication des abaisse langues à base du carton ou du papier blanc. Au lieu de le bois, nous le carton ou le papier blanc. Le salon gagnerait à devenir un rendez-vous au moins annuel. Et toujours à l'occasion du 70e anniversaire et de sa célébration du 1er novembre 1954, de la révolution algérienne, je le disais, le Centre culturel algérien à Paris a organisé une soirée inaugurale, unique, marquée par une carte blanche née à Ahmed Bejaoui, producteur, écrivain et figure emblématique du cinéma algérien. Dans cette ambiance empreinte de souvenirs et symboles, plusieurs œuvres cinématographiques sont mises à l'honneur pour retracer les méandres de l'histoire algérienne et ses résonances contemporaines. Depuis Paris, à Blouchette. C'est un choix particulièrement prometteur qu'a été celui fait par le Centre culturel algérien à Paris pour les commémorations du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, à savoir celui d'une carte blanche à Ahmed Bejaoui pour raconter l'une des guerres de libération qui ont le plus marqué le siècle dernier par le cinéma. C'est des choix personnels, c'est des choix aussi de films qui sont divers. Il y a l'école documentariste, par exemple, avec le film sur l'émir Abdelkader. Là, je voulais attirer l'attention sur l'absence d'un film depuis l'indépendance sur l'émir Abdelkader en fiction, l'absence aussi de film sur le Cheikh Mokrani. Mais c'est le film Mon colonel, réalisé par Laurent Herbier, scénario Costa Gavras, qui avait ouvert cette rétrospective. Un film poignant qui évoque sans détour l'usage de la torture par l'armée coloniale, plongeant le public dans les réalités sombres de la guerre d'indépendance. Ce film, autant que tel, il porte un message fort qui inscrit dans la longue durée la torture et ses répercussions des années plus tard. Est-ce qu'il est juste? Oui, mais il est non plus, parce qu'il sort qu'une petite partie d'une réalité qu'on nous cache toujours.
Et j'espère toujours qu'on arrivera à éliminer cette haine et cette perception. C'est une peste, hein, il faut lire Camus. Mais si les films projetés abordent chacun une facette unique de l'histoire, elle met également en exergue le regard de notre société sur cette grande histoire, comme La Maison jaune ou Chronique de mon village, des œuvres qui invitent à découvrir des récits intimes, parfois poétiques, souvent bouleversants, mais pas que. Les Algériens aiment rigoler, c'est un peuple qui aime l'humour. On ne peut pas faire un cycle sans montrer un film comme Mascarade. Un film d'innocence, un film qui montre la beauté d'âme des Algériens. C'est La Maison jaune d'Armand Hakka. Il y a donc aussi un film qui raconte la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance de manière différente, c'est Chronique de mon village. Un cycle de soirées cinématographiques riche en émotions qui montre une fois de plus que le cinéma est un passeur de mémoire, un miroir de l'histoire et un lien puissant entre les générations. Des soirées ouvertes au public jusqu'au 11 novembre prochain. Voilà qui termine ce 19h préparé par Nesrine Messaïdi, Adel Bouhames et Nordine Fodil, réalisé par Yesh Gilloul. L'information revient avec Sabrine Tivergenit et la rédaction anglophone à 23h. J'aurai le plaisir de vous retrouver très vite sur Canal Algérie. Bonsoir.